Alors, la vidéo de ce matin, c'est une vidéo commanditée. Ouais, c'est pas de moi-même que je suis en train de la faire. Et il y en a certaines que je veux faire. Et puis, la personne m'a dit, vous avez fait une vidéo sur les mammifères, qui me dit, mais moi je préférerais que vous en fassiez une sur les crinies basidobasiques. C'est pas ça? C'est ça, c'est lui qui me l'a dit. Alors du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'irais faire une vidéo sur l'acidobasique, alors que dans ce livre qui s'appelle Les 5 clés de la revitalisation, c'est pas évident, mais il y a la première partie qui est l'équilibre acido-basique. Il est dedans. Hein? Et l'acidose, voilà. Ce livre est un plus un livre. Pourquoi? Quand j'avais présenté les clés de la revitalisation au courrier du livre, on m'a dit, oh c'est un peu mince pour faire un livre, vous n'aurez pas un texte supplémentaire? Oh, j'ai dit, si, j'en ai un. Et je lui colle l'acidose, et on l'a mis en début. Et c'est pourquoi que si un jour certains d'entre vous ont envie d'approfondir l'acidose, le bouquin est sur la table, là, c'est celui-là. Les 5 clés de la revitalisation. Qui ne dit rien d'ailleurs sur l'acidose. Bon. Alors, pour vous parler de l'acidose, je vais vous parler d'abord des corps acides. Bon. Alors, c'est de la chimie, mais moi, comme j'étais dans la chimie, j'ai pas de difficulté. Alors, dans la chimie, on définit ce qu'on appelle des ions, des I-O-N-S. C'est des parties de corps chimiques, et il y en a de deux sortes. Il y a les OH- et les H+. Les OH- sont des corps alcalins, et les H+ sont des corps acides. Grâce à ça, on a créé ce qu'on appelle une échelle acido-basique qui va de 0 à 14. 0 est le pH de l'acide chlorhydrique. Vous savez, là, il sert pour ceux qui font des soudures. Autrefois, là, ils prenaient de l'acide chlorhydrique. Et on en vend d'ailleurs dans les boutiques. Et le 14, c'est l'alcalin extrême, c'est la soude caustique NaOH. Alors que l'acide chlorhydrique, c'est HCl. Donc, vous remarquez que pour faire le HCl, il y a un H et un Cl. Les Cl, c'est des anions. Des anions, ce sont des métalloïdes. Il y a le chlore, le soufre, le phosphore, l'iode et le silicium. Pour n'en parler qu'une partie, tous ceux qui sont curieux de savoir quels sont les autres n'auront qu'à se reporter au tableau de Mendeleïev. Ah, vous avez peut-être entendu parler. Non. Alors vous notez Mendeleïev, et puis vous cliquez sur Internet, et choum, vous allez avoir apparaître tous les éléments qui ont été découverts à l'époque. Ils en ont découvert de nouveaux d'ailleurs. Bon. Quant aux cations, ce sont les métaux. Alors ça, vous avez certainement parlé du calcium, du sodium. Le calcium, c'est Ca. Le sodium, c'est Na. Et le magnésium, c'est Mg. Et pour ceux qui... apportez-moi le tableau bleu. Thank you. Alors, sur ce tableau-là, vous avez glucides, lipides. Non, c'est pas celui-là. C'est le jaune. Minéraux. C'est le jaune. Alors, c'est celui-là. Bon, il est là à votre disposition. Hein. Alors, dedans, vous avez, comment dirais-je, le calcium. Calcium, car c'est son nom. Après, vous avez le potassium,
qu'on représente par la lettre K. Parce que en latin, autrefois, le potassium, on l'appelait kalium, pour ceux qui ont fait du latin. Hein. Après, vous avez Na, le natrium. Le natrium qui sert pour... En fait, le natrium, c'est également la lettre latine, car en français, on l'appelle le sodium. Hein. Quand j'étais prof, je prenais une pastille de sodium, je la jetais dans un bac d'eau, et on voyait la flamme. Il s'enflamme avec le liquide. On peut faire des bombes comme ça. Hein. Moi, je pourrais me transformer en... Hein, pourquoi pas, hein. J'en aurais marre, je changerais de métier. Mg, le magnésium. Ah, celui-là, il est recherché. Oh, le magnésium, mon magnésium au secours, j'ai plus de magnésium, s'il vous plaît. Allez, donnez-moi des compléments au magnésium. Bon. Et puis le fer. Ah, le fer. Il faut du fer, mais pas sans fer, comme disait Bourvil. Mais le fer, et il sert à quoi le fer? Eh bien, il rentre dans les globules rouges. Hein. Pas de fer, pas de globules rouges. Et puis alors après, ben, si vous avez une petite égratignure, vous videz de votre sang. Hein, le fer. Alors, vous avez... Où est-ce qu'on les trouve? Dans tous les aliments, c'est indiqué là. Hop, il est là, vous verrez ça plus tard. Hein, on ne va pas rester toute la matinée là-dessus. Hein. Et d'un, deux. Alors maintenant qu'on a parlé du pH entre le 0 et le 14, on va parler du sang, SANG, dont le pH se trouve à peu près à 7,35. Alors vous mettez un trait à 0, un trait à 8, vous prenez un tiers et bingo, vous avez le pH du sang. Le sang peut se déplacer d'un pH de 7,35 à 7,28 et de 7,35 à 7,42. S'il va au-delà, on est dans une zone à risque qu'on appelle la zone acidose extrême de 7,28 à 7,05 et on meurt à 7,05. Il ne peut pas bouger beaucoup. Hein. Et si on va au-delà de 7,42 à 7,80, on est dans la situation d'acidose extrême et on peut également décéder. En alcalose, tu veux dire? En alcalose extrême, oui, excuse. En alcalose extrême et on peut également décéder. Donc, 7,35. Comment est-ce que le sang peut ou s'alcaliniser ou s'alcaloser? C'est en utilisant les minéraux du corps. Et quels minéraux? Eh bien, particulièrement le calcium, qui se trouve dans notre sang. On a du sang dans le calcium, du calcium dans le sang, et on a du calcium dans les os, et du calcium dans les cartilages, les cheveux, les ongles, il y en a partout. Alors on les utilise pour neutraliser l'acidose quand elle est trop forte. Alors comment on peut passer en acidose? Eh bien vous êtes à pH 7,35. Puis tout d'un coup vous vous dites, oh, je vais faire un footing. Bon, vous mettez vos choses footing, et hop, vous partez. Au bout d'un certain temps, votre respiration, elle va passer d'une respiration ordinaire, par le nez et la bouche, à une respiration complètement buccale. On les voit là, ceux qui sont en train de courir le marathon, là, à un moment donné, ils ouvrent la bouche comme lui, il ouvre tout le temps. Mais enfin, ça, je n'y peux rien. Il m'a dit que quand il était petit, on lui avait tiré dessus par derrière. Mais normalement, la bouche est fermée, et puis là, ils se mettent à respirer par la bouche, et ils descendent en créant de l'acide lactique dans les muscles et de toutes sortes d'autres types d'acides, il y en a plusieurs sortes. Eh bien, ils vont redescendre de 7,35 à 7,28, et c'est là qu'ils se mettent
dans la respiration qui est dite la respiration à dette d'oxygène. On est en dette d'oxygène quand notre pH sanguin est descendu à 7,28. Et qu'est-ce qui va se passer quand on est arrivé à 7,28 et qu'on se met à respirer fort? Eh bien, on évacue le CO2 et l'H2O, ça fait du CO3H2, hop, outside, dehors. Et alors, on remonte à 7,35. Voilà, arrivé à 7,35, on est tranquille et on reprend par le nez, et, tranquille quoi. Hein, bon. Mais, hier soir, on vous a calé sur les matelas, tous là. Ouais, ouais, j'ai vu. On a même piqué des matelas en bas. Ah, j'ai dit, ben merde, là, il est encore venu chercher les matelas chez moi. Mais bon, il doit y avoir du monde là-haut. Alors, et puis quelqu'un vous a dit, je crois que c'est lui, hein, respirez par la bouche et respirez fort, etc. Alors vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Mais en faisant ça, vous avez fait la même respiration, ou presque, que celui, même si vous ne le saviez pas, mais maintenant vous le savez, que celui qui était en dette d'oxygène à 7,28. Et comme lui, il a monté en pH, à partir du moment où vous êtes sur le matelas et que vous respirez, mais que vous ne courez pas et que vous ne fabriquez pas de l'acide lactique, eh bien votre pH sanguin, il monte. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, oh là là, oh là là. C'est là que j'ai dit, on arrête la biorespiration à 25-30 minutes. Car si on continuait, on arriverait dans la zone d'alcalose dangereuse. Eh bien, c'est vers 7,38, 7,39, 7,37 par là qu'on commence à entrer dans d'autres champs de conscience. Hein, et aussi dans des évacuations d'émotions anciennes, dans des évacuations de tensions corporelles. C'est là qu'on commence à avoir les mains d'accoucheurs qui se présentent comme ça et qui montent jusqu'aux étoiles. S'il vous plaît, je vais vous montrer des mains d'accoucheurs, 30 secondes. Il y en a ici, là, vous voyez dans le bouquin, ils sont là. Et si je vais encore un tout petit peu plus loin, je vais les trouver. Voilà, ils sont en train de monter là. Ils sont en train de monter comme les sourciers. Vous savez, les sourciers, ils ont des bâtons, et puis ça, quand ils sont sur les sources, les bâtons montent. Bien ici, vous êtes sur les matelas, et hop, vos mains montent comme ça. Vous voyez, il est en train de monter ses mains là. Et ça, ça date de 1980. Mais j'ai encore d'autres choses, non? Ah oui, les mains d'accoucheurs, je vais vous les montrer, sont là. Les mains d'accoucheurs, c'est... on appelle ça main d'accoucheur parce que pour tirer le bébé, l'accoucheur ne pas comme ça, il va aller chercher, attraper le bébé comme ça. Et pourquoi les membres périphériques? Pourquoi les mains et les pieds ressentent-ils en premier les engourdissements et les tétanies? Ça, il faudrait demander à Dieu le Père qui est au-dessus, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il faut arrêter avec ça. Parce que c'est par les extrémités que commencent à s'exprimer les tensions. Et habituellement, dans la vie courante, quand les gens sont mal fichus, ils ont mal soit dans les pieds, dans les genoux, dans les membres. C'est comme si on protégeait le tronc. C'est une protection, mais ça ne veut pas dire forcément pourquoi. Hein. Donc, nous voilà. Alors, dans les acidoses, j'ai noté deux types d'acidose. L'acidose endogène, endo c'est intérieur, les gènes générés qui fabriqués, et l'acidose exogène. Alors je voudrais vous parler dans un premier temps de l'acidose endogène,
celle qui est faite par notre corps. Et là, il faut que je vous rappelle quelque chose, parce que ce n'est pas évident. Ça a été dit autrefois à l'école, mais vous l'avez oublié. Et c'est pour ça que j'ai écrit un autre livre qui est là-bas, sur la table, et qui s'appelle « Le corps humain ». J'ai fait ce livre-là sous la poussée des stagiaires, parce que je me suis aperçu que la plupart des stagiaires avaient une vision immédiate et assez intéressante de quelques données. Par exemple, le jeûne. Ils avaient regardé, lu des livres sur le jeûne et tout ça, mais sur comment que ça se passait, la physiologie du corps et tout ça, ils ne savaient pas. Alors j'ai repris mes cours que je donnais autrefois, et j'en ai fait un livre qui s'appelle « La constitution et fonctionnement du corps humain ». Et alors quel est l'intérêt de ça par rapport à l'acidose endogène? Et je vais tout recommencer. On mange. Quand on mange, on met des aliments dans la bouche, ils passent l'œsophage, ils vont dans l'estomac, ils vont dans l'intestin, ils sont digérés, et là, ils passent dans le sang, et du sang, soit ils vont au foie, ou bien ils restent dans le sang, la lymphe, et sont apportés à la cellule. La cellule, elle, d'un autre côté, reçoit de l'oxygène par le sang, et toutes les nourritures ont ceci de commun, c'est qu'il y a dedans du carbone C et du H hydrogène. Alors avec le C plus O2, on fait le fameux CO2, celui que tout le monde adore en ce moment, et avec le H, on fait H2 plus un demi de O2, H2O, et CO2 et H2O, ça fait du CO3H2. Et CO3H2 est un corps acide. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on mange d'une manière trop acide? Eh bien, on fabrique de l'acidose endogène par l'arrivée d'aliments qui sont acides. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme aliments acides? Eh bien, il y a un tableau là-dessus, non? Les corps acides. Hein? Alors, si on les combine avec d'autres corps, eh bien, on peut fabriquer de l'acidose endogène. Et l'acidose exogène, c'est avec les aliments acidifiants. Alors, quand il y a trop d'acidose dans l'organisme, eh bien, vous avez toutes sortes de symptômes. Et à ce moment-là, bon, la meilleure chose à faire pour éliminer tout ça, eh bien, ça serait soit de jeûner, soit de faire la biorespiration, qui, elle, dégage rapidement de l'acide carbonique. Alors, nettoyage des acides, voilà. Eh bien, on nettoie les acides de plein de manières. La peau, par exemple, quelquefois on voit des rougeurs sur la peau, on voit des sueurs, on voit des boutons, quand je me regarde dans la glace, par exemple, et puis des tas de choses. Et c'est le corps qui repousse ces corps acides sous la peau en disant, eh bien, il n'y a qu'à ouvrir un peu, puis on va les foutre dehors. Ça, c'est la peau. Il y a un autre organe excréteur qui est important, c'est le foie. Alors lui, bon, il ne reçoit pas de la bonne nourriture, il reçoit la bonne nourriture, il met le glucose dans le glycogène, et après le glycogène, il le distribue au cerveau, aux muscles. Mais il reçoit aussi les déchets. Et en particulier, il reçoit les déchets des globules rouges. Nos globules rouges, alors ça, ce sera dans mon prochain bouquin sur le sang, et ils ne vivent pas très longtemps. Hein. C'est comme les roses, ils vivent l'espace d'un matin, puis ils dégagent. Et ils sont reconstitués dans la moelle épinière, et puis dans les os.
Et alors, on refabrique des globules rouges. Et les globules rouges, ils sont récupérés par le foie et ils les transforment en bile. La bile, la fameuse bile. Hein? Je ne me fais pas de bile. Mais si, il faut s'en faire, il faut de la bile. Bon, et la bile, eh bien, elle arrive dans une pochette comme ça, qui va servir de ramasser de bile, et après, elle va sortir dans l'intestin et va nettoyer tout l'intestin et préparer des selles qui vont sortir aisément. Hein. Bien. Alors, la bile, les reins. Ah, c'est encore autre chose. Il y a des tas après le passage au foie, on voit des vaisseaux qui arrivent aux reins et qui conduisent le sang à nettoyer. Alors les reins, dans les fameuses cellules dites de Malpighi, là, il y en a des millions dans les reins. Eh bien, ils nettoient, et ils ramassent 95% de bons liquides, et ils en rejettent que 5%. Et qu'est-ce que c'est que les 5% qu'ils rejettent? C'est l'urine qui va à la vessie et dehors, chauffe chez les messieurs âgés où la prostate fait des vacheries là, et vient coincer un peu l'urètre. Bon, pour l'instant, je touche des bois, hein. Je suis encore tout jeune, hein. Je ne suis pas lâche de coincer, je pisse. Bon. Et si, il y a eu même un hygiéniste, là, Roger Madec, qui, à un moment donné, il n'arrivait plus à uriner. Hein. Et comme dans sa famille, ils étaient médicaux, ils voulaient l'opérer. Et il s'est tiré. Et à un moment donné, ils m'ont appelé, ils me disent, il est chez toi? Je dis, non, il n'est pas chez moi. Il a disparu. Il était parti dans un monastère, il a jeûné 4 semaines, fait 30 jours à peu près. Il est revenu, puis il pissait. Voilà, alors tout va bien. Alors, dans le tube digestif, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer aussi. Mais quand ça ne va pas, on a des aigreurs, ça sort par l'ésophage, là, les acides. Et quelquefois, quand il y a des altérations sur les parois, il peut y avoir des ulcères, et pire aussi. Il peut y avoir aussi du nettoyage par les os, par les caries dentaires, quand il y a des dents, évidemment, par l'arthrose. Et enfin, on peut aussi nettoyer les acides par les poumons, grâce au fameux CO2 dont je vous ai parlé, et de l'H2O, qui est l'eau, et ensemble, ils forment l'acide carbonique. Allez donc dire à quelqu'un, quand vous le verrez dans le bus ou dans la rue, alors comme ça, vous soufflez de l'acide carbonique, s'il vous plaît, soufflez-le de l'autre côté, je ne tiens pas à recevoir votre acide carbonique. L'autre, il va vous regarder comme si vous descendiez d'un asile psychiatrique. Hein. Levez la main dans la salle ceux qui savaient qu'ils soufflaient de l'acide carbonique. Toi, tu savais? Oui, mais vous n'allez pas m'aimer parce que je suis en formation de naturopathe. Ah oui, d'accord, mais pourquoi j'aimerais pas? Parce que j'ai cru comprendre, mais je sais très bien qu'il y a une grosse différence quand même entre la naturopathie et l'hygiénisme. Oui, mais la naturopathie a bouffé 80% de l'hygiénisme. Donc tout ça, ce sera de bonnes choses. Mais moi, je vais m'inspirer de tout ça, je vais faire mon... Inspirez, monsieur. Et expirez aussi, de temps en temps. Oui. Alors, ceci étant dit, l'acide carbonique, c'est ce que nous expirons. Et donc, dans les biorespirations, on force et on déplace le pH en 4. Alors, ça, c'est vu. Hein. Tout à l'heure, je répondrai à vos questions. 4. Ça, c'est la chose la plus importante. Comment on réduit l'acidose? Alors, les personnes qui veulent réduire l'acidose, il faut d'abord qu'ils récupèrent de l'énergie vitale. Alors, l'énergie vitale, eh bien, malheureusement, il y en a qui vous l'ont laissé croire que vous pourrez les acheter
en complément alimentaire à la vie claire ou ailleurs, mais vous ne l'aurez pas. Donc, on l'a par le repos. Alors, le repos, c'est se relaxer, aller dans la nature, marcher pieds nus sans chaussettes, et puis être heureux. Voilà. Et le jeûne. Et pourquoi est-ce que le jeûne permet de récupérer l'énergie? Parce que dans le jeûne, il se passe ce qu'on appelle un phénomène d'inversion énergétique. Qu'est-ce que c'est l'inversion énergétique? Eh bien, habituellement, notre énergie, il y a une partie qui va vers la fonction externe, on en a parlé hier soir, et une autre partie vers la fonction interne. Eh bien, dans le jeûne, l'énergie de l'externe est inversée vers l'interne pour pouvoir faire la régénération et le travail de guérison interne. C'est comme ça qu'on arrive à autolyser des tumeurs à l'intérieur. Eh bien, dans cette inversion d'énergie, eh bien, vous n'avez plus d'énergie à l'extérieur et vous vous trouvez raplapla. Hein. Ou alors, vous avez froid. Alors, il y en a qui mettent des chapeaux et puis tout ça. Moi aussi, je suis pas mal habillé. Hein. Il y a juste lui qui est en chaleur, mais il est tout le temps. Pof. Alors, 1, 2, pour réduire l'acidose rapidement, il y a la biorespiration. Pourquoi? Parce qu'on évacue rapidement le gaz carbonique CO2 et H2O qui font l'acide carbonique, et donc rapidement on évacue de l'acidose. C'est pour ça, si on vous disait ce soir, quand vous allez vous mettre sur le matelas, vous allez réduire votre acidose en évacuant votre gaz, le gaz carbonique. Et puis l'eau, eh bien, vous avez dit, bah, je suis savant, maintenant je sais ce que je fais. Hein. Bon. D'ailleurs, si, ça peut être intéressant, parce qu'au cours d'une biorespiration, vous pouvez forcer en disant, allez, dehors, 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 maximum. Et je fais passer la biorespiration avant le jeûne. Le jeûne vient derrière. Pourquoi? Parce que pour réduire l'acidose, il en faut des jours et des jours et des jours de jeûne. Quelquefois, il faut arriver à 21, 28, et plus encore 35, et plus. Blandine Bess, je l'ai accompagné à 49 jours. Si vous êtes candidat pour battre le record, je suis preneur. Alors, ceci étant dit, le jeûne, ce que j'ai apporté moi au jeûne, c'est l'histoire, l'idée des paliers. Ah oui, Mosseri, qui ne m'appréciait pas trop, oui, les paliers, c'est marqué, oui, c'est marqué les paliers. On peut le montrer si vous voulez. Alors voilà le bouquin sur la méthode douce des paliers, d'accord. Alors Mosseri, qui est excellent, nous a amené beaucoup de textes intéressants, il pensait machin, un peu extrémiste quelquefois, mais ce qu'il n'aimait pas, c'est qu'un autre que lui trouve des choses intéressantes. Voilà. Alors moi, j'avais trouvé l'histoire des paliers. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous donne la réponse de Mosseri à mes paliers alimentaires. Et il disait, quand on la coupe, la queue d'un chien, on ne la coupe pas par petits morceaux. On la coupe d'une seule fois. C'est ça, c'était la réponse de Mosseri sur mes paliers alimentaires. Je me dis, pour un grand esprit, c'est pas beaucoup d'argumentation. Bien. Alors, les paliers alimentaires, eh bien, ça consiste tout simplement en quoi? C'est que on a remarqué que quand on diminuait l'alimentation, à l'intérieur de notre corps, il y avait dans le subconscient, que moi je mets dans l'hypothalamus, une décision d'équilibrer le poids par rapport à l'alimentation. Et ça doit venir du système ancestral où les gens étaient obligés dans la nature d'équilibrer leur nourriture avec ce qu'ils avaient. Et pas que l'humain.
C'est vrai pour les animaux, on les voit en Afrique, et quand ils passent dans des périodes humides ou très sèches, eh bien, ils mangent très peu et ils avancent quand même, les éléphants en particulier, ou les zèbres ou autre chose. Et nous, on a appris ces habitudes-là il y a 30 000 ou 40 000 ans, et ça reste encore dans nos gènes et on fonctionne avec. Ce qui fait qu'il nous faut du temps pour arriver à équilibrer les rations alimentaires, et c'est ça que j'ai appelé les paliers alimentaires. Les paliers alimentaires, c'est ce qui nous reste des temps ancestraux où il y avait un équilibre entre la ration alimentaire et la situation dans laquelle on est. Mais en utilisant ça dans le jeûne, on arrive à entrer dans le jeûne sans difficulté, car quand on fait un palier, on sait que là, on reste tranquille et on diminue juste après le palier. Et ainsi de suite, on a une information pour diminuer le palier. On a une information subconsciente de décision consciente. C'était ça la découverte. Bon. Alors je dois être honnête avec vous, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Ah. Mais je suis un excellent copieur, comme l'autre là. Alors, qui est-ce qui l'a trouvé? Eh bien, c'est une prof de maths de Rennes. Elle était en jeûne, et tout d'un coup, elle vient et elle me dit comme ça, Désiré, oui, j'ai constaté que la détoxination au cours d'un jeûne n'est pas linéaire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris la phrase? Il y a des profs de maths ici? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'est pas linéaire? Ben, en fait, elle n'est pas constante de même. Enfin, oui, sur une courbe, elle n'est pas constante. Enfin, linéaire, c'est ça. Elle n'est pas sur une droite. Enfin, oui, c'est ça. Non, les deux sont bons, mais c'est pas bon. Alors, on dit que c'est linéaire quand c'est continu. Alors, ça peut être une droite, ça peut être une courbe en cloche, hein, ça peut être toutes sortes de choses. Mais quand elle m'a dit ça à moi, comme moi j'avais fait maths sup, maths spé et préparé normal sup en maths physique, j'étais plutôt physicien que matheux, mais enfin, quand j'ai compris qu'elle me dit qu'elle n'était pas linéaire, bingo, ça fait tilt. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et alors elle me montre qu'elle avait fait des courbes avec tous les jeûneurs qui étaient là, il y en avait 7 ou 8, et c'est vrai qu'on voyait que toutes les courbes descendaient, zin, sautaient, descendaient, zin, sautaient. J'ai reconstitué. Oui, mais c'est une reconstitution. C'est pas. Bon, voilà. C'est tellement vrai que sur la couverture, vous voyez, on a fait schlick, tac, schlick, palier, palier, palier. Il y en a. C'est un dessinateur qui a fait ça. Certains trouvaient que c'était nul, mais pour moi c'était important. Alors ceci étant dit, eh bien, dans la vie courante, il faut essayer d'équilibrer, de marier même son conscient et son subconscient pour qu'ils soient d'accord. S'ils sont d'accord, vous irez loin. S'ils sont en désaccord, eh bien, vous allez vous casser la figure d'une manière ou d'une autre. Enfin, il y a une dernière manière de réduire l'acidose, c'est d'avoir une alimentation alcalinisante. Alors, l'alimentation alcalinisante, c'est une alimentation qui comporte des aliments alcalins plutôt qu'acides. Au dos de vitamines et sels minéraux, il y a ici, de ce côté-ci, le rôle des sels minéraux, et de ce côté-ci, les rôles des aliments acides et des aliments alcalins. Tout à l'heure, vous allez vous précipiter là-bas et regarder ça. Et l'intérêt, si vous faites rentrer par la bouche des aliments alcalins, c'est que vous êtes déjà en train de combattre l'acidose. Et si vous combattez suffisamment votre acidose, vous allez maintenir votre sang à pH 7,35
Et c'est là qu'il est le mieux en équilibre et que vous serez le plus heureux et en bonne santé. Merci bien. I have finished. Je n'ai plus rien. Est-ce que tu pourrais parler, parce que là tu as parlé des excréteurs pour réguler l'excès d'acidité. Toi tu insistes beaucoup sur les poumons, alors que la plupart du temps, même en hygiénisme, on va plutôt insister sur les reins, voire la peau. Les reins, la peau, non pas les peaux. Les reins, oui, oui. Et les reins, c'est un organe important, il filtre tout l'intérieur. Si, j'en ai parlé tout à l'heure en disant que 90% du liquide était repris. Et quand moi j'ai acheté ma première bagnole, il fallait mettre de l'eau dans le carter. Je ne sais pas si les anciens ont connu ce temps-là avec les anciennes voitures. Maintenant, personne ne va soulever le capot pour aller s'occuper de sa voiture. Ça marche tout seul. Eh bien, on peut imaginer que nous, un jour, on n'irait plus uriner, on n'irait plus pisser, que les reins s'occuperaient des déchets, soit ils les boufferaient ou les brûleraient, ou le mieux, ce serait de les ramener aux poumons pour qu'ils sortent à l'air libre. Mais non, pour le moment, on est des condamnés à pisser. Ah oui, comme ça. Tant que ça marche, ça va bien. Mais, mon ami, je ne renie pas ce que j'ai dit. Je pense que les poumons, d'ailleurs je ne suis pas le premier, quelqu'un avait dit avant moi, le poumon, vous dis-je. Et vous savez qui c'est, C'est Molière, voyons. Je dois avouer. C'est pas vrai, le poumon? Voilà, elle a dit oui. Il n'a pas dit? Si. Donc, dans quoi? Dans le médecin malgré lui? Bah, forcément. D'accord. Oh, c'était il y a longtemps. Le poumon, vous dis-je, le poumon. Et c'est répété plusieurs fois. Eh bien, d'accord. Mais si, au début, je n'ai pas compris, mais la biorespiration, c'était donner la priorité aux poumons, et c'était donner aussi la priorité sur le jeûne. En bas, actuellement, j'ai une personne qui a un problème sérieux, parce que chez moi, en général, bon, bref, et une tache noire sur le poumon, et encore le poumon, on dit. Et quand il est arrivé jeûner, il a pris un jeûne long, et je lui dis, c'est un bon choix, mais chacun fait son choix avec ce qu'il pense, lui, dans la tête. Alors je lui dis, de temps en temps, vous devrez vous demander ce que moi j'en pense aussi. Peut-être que j'aurai d'autres idées. Et alors, du coup, il me dit, mais alors, c'est quoi? Alors, je lui dis, eh bien, moi, je ferai passer la biorespiration avant et before et le jeûne. J'ai dit, rentrez chez vous, faites de la biorespiration, ça ira plus vite et mieux qu'avec le jeûne. Ça secoue un peu, parce que quand quelqu'un a lu des bouquins sur le jeûne, pas que le mien, beaucoup de ou vous autres, là, il a mis tous ses espoirs sur le jeûne, et d'un seul coup, Désiré arrive, soi-disant le spécialiste du jeûne, et casse le jeûne. Non, je ne le casse pas, mais je le mets dans sa hiérarchie. Le jeûne est lent, mais sûr, mais lent. C'est-à-dire qu'actuellement, on a sur les emails ce matin une personne qui dit qu'elle veut venir jeûner pour 4 jours. Je dis à Sylvie, tu lui réponds que c'est possible, il n'y a aucun problème. Mais alors elle pose des questions à savoir si elle va guérir de plein de trucs en 4 jours. Je dis, ce serait étonnant. Mais je lui dis, elle s'améliorera peut-être. Alors, ceci étant dit, la biorespiration ne peut pas faire ce que fait le jeûne. La biorespiration peut évacuer de l'acidose et puis réveiller des émotions, dégager des tensions artérielles, etc.
Mais ce que la biorespiration ne fera jamais, c'est une autolyse de tumeur. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps pour que les cellules se bouffent ou se créent. Et la biorespiration. Alors, rendons à César ce qui appartient à César. Moi, j'ai vu des jeûneurs faire la biorespiration et j'ai copié dessus. Je n'ai pas été voir. J'ai lu après le bouquin Léonard Rohr sur le rebirth, mais il n'a rien compris, de toute manière. La seule chose qu'il a fait, c'est de respirer dans sa baignoire, et tout d'un coup, il est passé dans d'autres champs de conscience, et il disait qu'il arrivait comme ça jusqu'à Moïse. Ben, pourquoi pas, hein, mais, on peut toujours inventer tout ce qu'on veut. Hein. Moi, je ne suis jamais allé dans des domaines religieux, je suis resté dans le domaine de la science, enfin, autant que j'ai pu. Et donc, j'ai donné des explications de ma manière. Donc, voilà pour la réduction d'acidose, monsieur. Hot Times. Oh, quel moyen on a de mesurer l'acidose du corps? Les scientifiques le font quand il y a des signaux d'acidose aiguë. Ben, les prises de sang et les analyses de sang. Mais, en général, c'est pas très recherché parce que la jante médicale n'est pas portée sur les problèmes d'acidose. C'est même pas. Moi, j'ai travaillé dans le bouquin sur le sang, sur les analyses sanguines. Eh bien, la recherche du pH sanguin n'est pas notée. Je ne l'ai pas notée parce que elle n'est pas notée dans les recherches habituelles. Si certains d'entre vous ont leur analyse sanguine, on ne voit pas le pH. Il y a des recherches indirectes pour des cas d'urgence sur l'alcalose métabolique avec le chlore, des fois, mais c'est assez rare. Par contre, toi, peut-être que la question, là, c'était peut-être avec des critères subjectifs. Toi, quand tu fais les bilans de vitalité, tu arrives à évaluer l'état d'acidose d'une personne. Oui, mais c'est pas du tout subjectif, c'est palpable. Hein? Est-ce que tu pourrais parler des points de tension du corps? Monsieur, je veux bien, mais il faudrait qu'une personne soit volontaire pour se coucher par terre. Et je vous ferai remarquer qu'il y a 1 heure que je suis là. Hein. C'est vrai. Donc là, on te paye la deuxième, c'est ça? Ça avait commencé. Non, mais j'ai pour habitude de rester dans un équilibre assez intéressant.